Merci nos chers professeurs pour vos présentations respectives. Ma question est pour professeur Kane concernant les vertiges qu'on voit récemment qui coïncident avec l'épisode des oreillons chez les enfants. Comment on peut les expliquer? Est-ce que c'est par une vestibulite? Ma deuxième question, c'est pour professeur Oulmerti Abdallah. Chez le grand enfant, quand il commence, à partir de 9 ans et plus, ou le grand enfant, quand il commence à faire des infections urinaires sans antécédent d'infection urinaire depuis la naissance, est-ce qu'on doit évoquer toujours la malformation de l'appareil urinaire ou non? Merci. Alors, la question, c'est les oreillons, vertige avec oreillons. Donc, oreillons, c'est quel germe en fait? Ça touche quoi? Parotide, d'accord? Donc, c'est un virus. Donc, comme tous les virus, ils ont un tropisme nerveux. D'accord? Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une névrite vestibulaire. D'accord? Donc, ou bien, tout simplement, on va avoir un enfant qui a... Alors, pour définir le vertige, déjà, c'est une sensation de rotation. D'accord? Donc, le patient ne va pas vous dire « j'ai le vertige », vous allez poser la question « c'est quoi le vertige ?» déjà. S'il ne vous dit pas « je bouge, j'ai une sensation que je bouge », ou bien le toit qui bouge, ou bien l'entourage qui bouge, ça, ce n'est pas un vertige. S'il vous dit « j'ai la sensation, j'ai l'impression de tomber », ça, ce n'est pas un vertige. Ce n'est pas un vrai vertige, c'est un faux vertige. Mais les oreillons, il y a les oreillons. Il y a aussi, on peut avoir c'est-à-dire l'herpès, qui peut donner des vertiges par atteinte du paquet acoustico-facial, pas juste le facial. Donc tous les virus, ils ont un tropisme nerveux. Donc on peut expliquer ça avec les oreillons. Aussi, il y a, après le Covid aussi, on note qu'il y a une recrudescence des vertiges. Donc ça s'explique par quoi? Parce que tout simplement le virus de la grippe, comme tous les virus, peuvent toucher l'oreille et l'oreille interne. Et ça peut donner des vertiges par souffrance, par hypovascularisation de l'oreille interne. Plus précisément le vestibule, qui est la partie postérieure de l'oreille interne. J'espère que j'étais claire. Non, 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 non. Non, il ne faut pas s'inquiéter, il faut donner un traitement symptomatique. Il se peut qu'il y a un vertige. Alors, à ce moment-là, il faut demander, est-ce qu'il s'agit d'une grande crise vertigineuse, c'est-à-dire il ne peut même pas se mettre debout? Voilà, c'est la grande crise vertigineuse, c'est le névrite vestibulaire. Là, le traitement, c'est de la corticothérapie, d'accord? Et le lever précoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de rééducation. Le patient ne doit pas rester allongé. D'accord? Parce que ça risque de développer ce qu'on appelle une aréflexie. C'est-à-dire le nerf ne fonctionne plus. C'est comme s'il s'effondre. D'accord? Donc il faut le réactiver. Je vous en prie. Malheureusement. Je vous en prie. Je passe la parole à professeur Oulmerti. Oui, merci, docteur. Effectivement, dernièrement, on a constaté la recrudescence des oreillons. Il faut vacciner. Donc, le volet préventif est l'intérêt dialogue. Quant au vertige, donc voilà, c'est au cas par cas. Hein, il faut traiter, mais le piège, c'est d'examiner. Peut-être il s'agit d'autre chose ou mais après Covid, on a constaté le constat. بالنسبة للانفكسيون urinaire, tu sais, أنا بالنسبة لي دائما تنقول الميديسين il est facile, il est difficile. Il est facile quand on est classique, on suit des protocoles. On nous a enseigné, on nous a toujours, après la première infection, faire l'échographie. Combien de fois on a regretté de ne pas faire l'échographie, de ne pas faire une ponction lombaire, de ne pas faire ça. Si on pèse, hein, sur 100 malades, واحد ما درنا لهمش ليكوكا يزق واحد زق malformation urinaire et on va regretter. Donc هذاك voilà ça peut ما نطلبلوش
Et pas mal de fois, hein, on fait ça. ما نديرش ponction lombaire, ما نديرش l'échographie, ما نديرش سميتو كنطيحوا غير في سميتو. Et on regrette beaucoup de choses. Donc, à mon avis, même si c'est un grand enfant, c'est vrai, économiquement, parfois, mais quand il zakra, donc il faut rester classique. Personnellement, je suis le protocole. Oui. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Alors, pour Monsieur le doyen, lors d'une échographie 3e trimestre, j'ai découvert aspect échographique des reins photos de néphrocalcinose. Alors la question, qu'est-ce que ça peut être l'étiologie? La deuxième, est-ce que c'est réversible? Une question pour notre ORL, est-ce que l'otite moyenne aiguë peut se compliquer d'une otite externe? Parce que je vois pas mal des gens qui présentent une otite moyenne, purulente, mais ils ont tellement mal que des fois, il y a le conduit qui se rétrécit, qui se odémacié. Merci. Voilà. Là aussi, أنا كندير la néonatologie. Donc ما ندخلش في لي ديتاي باش نبقى بلو سامبل سميتو. درتي ليكوغرافي وإلا كان ليكوغرافي مورفولوجيك نيفروكالسينوس. توجور دابور واحد لا ريغل راتاشي سكون تروف شي لو نوفو-ني لا مامون. صافي البيلون ديال لا مامون هو اللي غيحكم. واش عندها ان بروبليم حتى هي كالسيك والطاف. Donc, si le bilan calcique, si le bilan thyroïdien, les étiologies sont très nombreuses. Et pour vous dire, à la naissance, il faut explorer la maman. دابا غادي ترجع حتى هي كما شفنا واحد لو كا. Peut-être l'excès ديال un médicament qui favorise l'hypercalcémie بحال الفيتامين D. Donc, il faut explorer et selon l'interrogatoire. واش خدات دي ميديكامون nouveau-né à la naissance كاين le bilan ديال la pathologie ce que j'ai découvert وكاين le bilan ديال le terrain comme الاستاذ tout à l'heure il a dit le dernier cas l'otite منين جات l'otite il est greffé على un terrain favorable فهمتي ماشي l'otite هو le problème هو la leucémie. Mais la leucémie, c'est un terrain favorable. Donc, je vais qu'il y a deux types de bilan. Il y a la pathologie et le terrain. Donc, néphrocalcinose, il faut faire bilan calcique, le bilan thyroïdien, bien sûr, tout ce parathyroïde. Donc, voilà. Et selon le premier bilan, c'est qui va orienter. Alors la question c'était association otite moyenne aiguë avec otite externe. Est-ce qu'on est sûr déjà que c'est une otite moyenne aiguë? Parce que... D'accord. D'accord. Et lorsque vous avez... parce que lorsqu'on parle d'otite moyenne aiguë, ça veut dire qu'on a aspiré le conduit auditif externe, on a nettoyé et on a trouvé l'aspect du tympan. C'est ça le problème. Pour faire la part des choses. Parce que parfois, nous avons du peu, d'accord, au niveau du conduit auditif externe. D'accord. Le conduit auditif externe, il a tendance à s'inflammer. D'accord. Et le diagnostic d'otite externe, il se fait par deux choses. C'est d'abord appuyer sur le tragus, tirer le pavillon. Si la douleur est exacerbée, c'est une otite externe à coup sûr. D'accord? Ensuite, on introduit le spéculum et on voit, est-ce que notre conduit est sténosé? À ce moment-là, il faut voir est-ce qu'il y a des sécrétions. Après avoir nettoyé le conduit auditif externe, on jette un coup d'œil sur le tympan, sur le fond du tympan, pas sur le pourtour. Parce que le pourtour, ça fait partie du conduit auditif externe. Donc, même, c'est-à-dire l'examen otoscopique, parfois, il est difficile. Ce n'est pas aussi évident. Parfois, on confond un tympan normal avec une otite séreuse, une otite externe avec une otite moyenne aiguë. Une automycose peut donner ça. C'est-à-dire rhinopharyngite, oui, mais ça coïncide avec baignade. Est-ce qu'il s'agit d'une baignade?
de l'eau qui est rentrée. Comme vous savez, l'eau, c'est-à-dire c'est aseptique. Donc, ça peut donner des mycoses, des champignons, qui peuvent donner une inflammation aussi bien du conductif externe que du tympan. C'est pas aussi évident. Donc, parfois, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez prescrire comme traitement? Vous avez une otite externe et vous avez un tympan qui est malade. Et c'est-à-dire un conduit auditif externe qui est sténosé. Antibiothérapie est locale et générale. D'accord? Et si c'est sténosé, à ce moment-là, on met ce qu'on appelle des mèches. C'est comme un tuteur pour favoriser que la goutte d'antibiotique puisse diffuser le plus possible et pour ne pas avoir des conséquences par la suite de sténose du conduit auditif externe. Donc, la mèche imbibée de exactement, gouttes, on met une mèche, ce qu'on appelle le popotoïque, ou bien si c'est cher, parfois c'est cher, donc on demande un tampon nasal. Le tampon nasal, il est grand, on le divise en 12 popotoïques, on les laisse, d'accord? Et à chaque fois, on introduit un de part et d'autre, et on demande aux patients de mettre des gouttes sur le popotoïque, et au bout de 48 heures, toujours la règle des 48 heures, contrôler, enlever le pop et regarder. Est-ce que ça marche? Ou bien c'est toujours sténosé. Si c'est toujours sténosé, on remet un autre popotoïque. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Je vous en prie. S'il vous plaît, par rapport à l'otite, quelle est la place de la corticothérapie? Parce que quand elle est aiguë et surtout congestive et très douloureuse, en tout cas, je n'ai pas entendu la corticothérapie dans votre prescription. Est-ce qu'elle garde toujours sa place et à quelle dose chez l'enfant? Et deuxième question, par rapport à la femme enceinte. Personnellement, j'ai vécu avec un membre de la famille une femme enceinte qui faisait toujours des otites récidivantes. Et avec l'ORL, et à chaque fois. Durant ces 9 mois de grossesse, elle a fait 11 épisodes. Et le 11e, il a pensé à la glycémie, où c'était un diabète gestationnel. C'était le signe, comme il a dit professeur, par rapport à l'otite avec l'histoire d'hémato. Donc l'otite, c'était un signe d'anémie de tout à l'heure. Donc la même chose, voilà. Donc l'otite, il faut penser peut-être chez les femmes enceintes, au bout d'un 2e épisode, il faut quand même penser au diabète gestationnel. C'est exactement ça, parce que chez la femme enceinte, il y a, c'est-à-dire une modification hormonale, déjà. Donc, il n'y a pas que le diabète. Si on s'amuse à examiner toutes les femmes enceintes, c'est-à-dire un examen ORL, nasofibroscopie, on trouve une hypertrophie de la muqueuse nasale, des végétations, des amygdales aussi, et ça donne des otites. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça avec un membre de la famille qui faisait ça, et on est parti même loin. On a même fait des biopsies pour voir et pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un lymphome, qu'il ne s'agit pas d'un UCNT, d'un cancer indifférencié du cavum, et c'était tout simplement une modification hormonale. Donc, otite à répétition chez l'adulte, j'ai dit tout à l'heure que l'otite, c'est l'apanage de l'enfant, c'est-à-dire c'était exceptionnel. Actuellement, on voit de plus en plus d'otites. Mais il faut penser au terrain sous-jacent. Parce que nous avons dit une otite unilatérale chez un adulte, il faut penser à voir l'étiologie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en principe, le drainage, il se fait correctement. Donc, il n'a pas le droit de faire des otites à répétition. S'il fait des otites à répétition, pensez tout ce qui est déficit immunitaire, immunodépression, c'est-à-dire diabète ou immunodéficience aussi. Donc, il faut penser à ça. Première question. La corticothérapie. Alors, pour la corticothérapie, nous, ORL, on ne prescrit pas la corticothérapie systématiquement. On met des gouttes à base de corticoïdes.
D'accord? Parce que, comme on décrit l'otite congestive, c'est la congestion du tympan, de la partie externe qui est cutanée. Donc, on met de la corticothérapie locale, traitement symptomatique, on va dire. Lorsque j'ai parlé de gouttes symptomatiques, lavage nasal, etc., c'était dans ce sens. Je n'ai pas voulu trop détailler pour ne pas rentrer dans les détails. Mais corticothérapie orale, pourquoi? Parce que si on met une otite congestive, on met de la corticothérapie orale, il y a de la stase, d'accord? Donc ça peut régénérer se développer vers une otite purulente. Donc vous avez induit une otite congestive vers une otite purulente. Si vous insistez, ou bien si vous avez dans votre arsenal thérapeutique de la corticothérapie et vous êtes satisfait de l'effet anti-inflammatoire de la corticothérapie, pensez à associer une antibiothérapie avec. Donc pas de corticoïdes tout seul. Infection ORL en général, pas de corticothérapie toute seule. Même, c'est-à-dire une carie dentaire, on a vu ça. Carie dentaire, corticothérapie ou anti-inflammatoire, ils viennent avec une cellulite. Trismus, cellulite, sepsis, choc septique même. Et on a vu un patient jeune, 17 ans, dernièrement, qui avait une corticothérapie long cours. On ne sait pas exactement est-ce que c'est lui tout simplement qui l'a prise ou bien ça a été prescrit par quelqu'un. Et il est décédé. Parce que la corticothérapie courte durée ou longue durée donne c'est-à-dire des conséquences vasculaires. Il est décédé par choc hémorragique. Rupture vasculaire. C'était l'artère faciale. On a essayé d'emboliser, de faire ça, mais ça n'a pas marché. Donc, corticothérapie, il faut pas avoir... Ma question, c'est pour professeur Zafat, c'est notre cher professeur. On a le plaisir de la recevoir aujourd'hui dans ce congrès. Ma question est simple. On voit des patients et des enfants pour le syndrome de Pica. C'est un syndrome qui est très, très vulgarisé. Ce sont des enfants géophages qui mangent les grains, les pierres, ils grattent le mur, ils mangent la peinture. Il y a même des enfants qui lèchent les chaussures de ses parents, qui n'arrêtent pas de manger n'importe quoi. Ces enfants, quand je leur donne un traitement par fer, c'est une carence en fer. Bon, je donne le fer. La maman, il surveille l'enfant et lui dit d'arrêter ça. Il le surveille. Mais après un certain temps, l'anémie, encore, je vois ces enfants anémiques, encore une fois, même après le traitement. Ma question, est-ce que ces enfants auront une complication après? Parce que je vois deux mamans qui ont le même tic, sont des géophages, sont des anémiques dès l'enfance. C'est ça le problème. Il y a des tas de questions qui se posent. Est-ce qu'ils auront une splénomégalie après, qu'on va l'enlever? Est-ce qu'il y a un traitement après? Ma deuxième question, c'est pour notre doyen. Est-ce que l'infection, la parasitose intestinale, il favorise l'infection urinaire, surtout chez les filles? On voit les deux en même temps. Il y a l'infection urinaire et on voit la parasitose chez la fille, là, en cas d'oxorhise et tout. C'est mes deux questions. Merci beaucoup. Je commence. Voilà. Alors, par rapport au syndrome de Pica, vous savez, il y a un cercle vicieux entre le syndrome de Pica et l'anémie elle-même. On dit que ce qui est maintenant la tendance actuelle, c'est de dire que c'est l'anémie elle-même qui favorise le syndrome de Pica. Et l'inverse aussi. Le syndrome de Pica, il donne un problème de chélation de fer et donc il donne l'anémie. Et l'anémie donne cette tendance et ce désir d'aller manger soit la terre, soit quand vous écorchez les murs ou les glaçons, comme ce que j'ai dit. Donc il y a un cercle vicieux entre les deux. Alors les enfants que vous traitez et qui ne corrigent pas, deux choses est l'une. Soit que vous traitez, parce que là vous avez parlé d'un produit, je ne veux pas reproduire, mais ça c'est un complément alimentaire là que vous citez. Soit que le traitement lui-même n'est pas, on va dire, correct,
Ce n'est pas des compléments alimentaires qu'il faut donner. Ça, je vais en parler demain. Il y a des compléments alimentaires qu'on voit des confrères prescrire. Or, ça, c'est donné soit quand on veut donner du préventif, hein, chez les femmes enceintes, par exemple, ou chez des enfants en croissance, on peut donner des compléments alimentaires. Mais quand il y a une anémie qui est installée, il faut aller vers les bonnes molécules pour le traitement. Soit que le traitement qui est donné n'est pas, on va dire, efficace, soit que la géophagie est toujours là. Et si la géophagie est toujours là, ben la chélation, elle sera toujours là. Et du coup, il va pas corriger son anémie. Après, maman géophage, enfant géophage, vous savez que les enfants, ils copient sur les parents. Hein, le modèle des enfants, c'est leurs parents. Ben, s'il voit sa maman manger, généralement les femmes, c'est le fakhr qu'elles mangent. Je ne sais pas, la terre peut-être aussi, mais il va copier peut-être sur sa maman. Mais en tout cas, le lien entre l'anémie et le syndrome de Pica est un lien qui va dans les deux sens. Le Pica qui donne l'anémie qui renforce le Pica et ainsi de suite. Ben, il faut traiter pour couper ce cercle. Il faut traiter correctement, pas par des compléments alimentaires, par des molécules dont on va parler demain dans la présentation. Oui, les gens qui font des Pica peuvent à un certain moment développer une petite, on va dire, une splénomégalie qu'on ne va pas splénectomiser, non, on n'a pas besoin de la splénectomiser, il faut juste traiter traiter correctement l'anémie et puis voilà. Et bien sûr, arrêter la géophagie. Donc, merci, docteur. La réponse ديالك, tu sais, les parasitoses, اللي خدم دابا غير في niveau 3 تيقول ما بقاوش les parasitoses ولا في les grandes villes. Ça existe encore. En tant que pédiatre, elles sont fréquentes. تيجيو des présentations douleurs abdominales, TAF. Et c'est un terrain qui favorise les infections urinaires. راه إلا ما تريتيش لي بارازيتو غتبقى دائما في ان سيركل فيسيو. دونك كاين كيستيون زعما روماركابل لان لا ماجوريتي بيتيتر افيك لو نيفو دو في طاف تيقولوا راه ما بقاوش هذا ولا هاد لا كلاس. انا شفت دي فامي اللي تتقولوا بارازيتوس تيقول لك وانا راه عندي فيلا ولا لا كاين دي بون كاين تاف كي ابورت راه بوكو دو شوز. دونك سا اكزيست il faut traiter. جو بروفيت ديال Je profite du micro pour commentaire. أنا كما قلت لكم l'anémie nouveau-né. Nouveau-né, l'Oustada, il a dit que l'hémoglobine à la naissance 18,5-19. Tu sais, l'hémoglobine. Tu sais quand est-ce qu'on parle d'anémie nouveau-né? Moins de 12. Inférieur à 12, c'est une anémie nouveau-né. Moins de 7, c'est une anémie aiguë. Hein? Peut-être la majorité d'entre vous, le suivi de la grossesse, il assiste à l'accouchement. D'abord, il part pour éviter l'anémie. Un nouveau-né, surtout le prématuré, avec le retard du crampage du cordon ombilical. قبل ما نسدو سميتو نخليه واحد 30 secondes, donc il dose le sang بحال la transfusie du nouveau-né. Et comme ça, surtout les prématurés, les grands prématurés, on évite la transfusion les nouveau-nés. Voilà. بالنسبه لي زوتيت سي اون دي باثولوجي جو فو ريميرسي بعدا باش هذا لو كرينو كامل لا بيدياتري سي سكون فوا في لا في كوتيديان ماشي غير البيدياتر ميدسان جينيراليست كل في لي سونتر سونتي سي لوتيت سوفون كتلقاها كومبليكاسيون رينوفارنجيت ولا دي زونجين سي دي سيكريسيون كي سو ستاغن كيما قالت لا ترومب دو ستاج لي ريكتيلين اي تو لانتيري واخا تعطي التريتمون سي لا ميم شوز بحال لي بارازيتوز هذاك اللافاج دو ني au-delà d'un certain âge où l'enfant il est coopérant خصنا نعلموه يسوس نيفو مزيان سميتو juste quand on donne l'amoxicilline حيت كاين فرق بين لي دوز دابا قلت اونجين اوتيت كومبليكون في لي زوتيت كوريجي موا في لي زونجين كنعطيو 50 ملغ par kilogramme par jour في لي زوتيت 80 ملغ par kilogramme par jour. C'est ça. Dans un premier temps, 50. 48 heures après, si ça améliore, l'amoxicilline. L'amoxicilline. L'amoxicilline protégée, c'est quoi? L'amoxicilline. Alors, pour l'amoxicilline, c'est 50 mg kilo. Initialement, c'était 80.
Initialement, c'était 80. Mais les dernières recommandations de 2023, c'est 50 mg et on contrôle après 48 heures. Entre amoxyl et amoxicilline. Amoxicilline protégée, c'est 80 mg. Vous préférez? Moi, personnellement, on commence par l'amoxicilline simple. L'amoxicilline simple, parce que l'amoxicilline protégée, on la laisse, c'est-à-dire en deuxième intention, pour d'autres choses. Et l'amoxicilline protégée, malheureusement, chez les enfants, toutes les présentations ne sont pas acceptées par 60% des enfants. Corrigez-moi. Est-ce que c'est... Bon, c'est une expérience personnelle plutôt que... C'est-à-dire, l'enfant, il commence le traitement et après, il l'arrête. Et il revient, les papas ou la maman revient avec le patient et il vous dit il a pris le traitement pendant 4 jours. Il a arrêté. À ce moment-là, on doit passer à autre chose. Céphalosporine, deuxième. Par rapport au goût? Oui. Oui, par rapport au goût. Non, les parents vous disent je tiens le chocolat, le jus et une récompense pour qu'ils prennent l'antibiothérapie. C'est notre vécu, je pense. C'est surtout avec le goût qui est un petit peu désagréable. هو effectivement تسولوا اي بيدياتر يقول لك لاموكسيسيل باش نكونوا واقعيين واضحين. شنو زايد في لاموكسيسيلين بروتيجي؟ il faut savoir jouer l'indication هذيك لاسيد كلافولانيك. كون انا في ماناليز ما تيت كاين لي زانايروبي هذاك الشيء علاش كنزيدوا اموكسيسيلين بروتيجي. مي اون بروميير انتونسيون يجوا بليتو اموكسيسيلين. Si par exemple un grand enfant qui a, c'est-à-dire au-delà de 8 ans, 9 ans, d'accord, et qui a un épisode de rhinopharyngite, compliqué d'une otite, il peut se compliquer d'une sinusite ou bien d'une bronchite. À ce moment-là, on donne l'amoxicilline protégée pour couvrir tous les germes. Mais si c'est une otite isolée, on va dire l'amoxicilline, céphalosporine en deuxième intention. En deuxième intention. 50. J'ai une expérience personnelle avec l'otite. Quand je tape pas fort avec l'amoxyl, je souffre pendant 5 jours d'une façon très, très intense. Je veux vous poser la question, est-ce qu'à 80 mg, amoxicilline simple, mais à 80, au moins... Alors, pour l'adulte, c'est 1 gramme x 2. Au-delà de 60 kg, c'est 1 gramme x 2. On parle de l'enfant. On ne parle pas de l'adulte. D'accord? Les doses de l'enfant sont différentes des doses de l'adulte. Exactement. Vu ce qu'on appelle l'automédication, d'accord, pour l'automédication, le patient arrive chez vous avec une panoplie d'antibiotiques. Oui, c'est ça. Déjà, qui sont arrêtés, ceux qui n'ont pas été bien pris, sous-dosés. Oui. Par exemple, l'amoxicilline protégée, on a tendance à donner, je respecte nos amis pharmaciens, mais qui donnent 2 prises par jour. Alors que ce n'est pas. C'est-à-dire, pour l'amoxicilline protégée, pour qu'elle soit efficace, il faut 3 prises, toutes les 8 heures. Donc 2 prises, c'est sous-dosé. Donc on se retrouve sous-dosé, non efficace, et risque de résistance. Donc c'est encore une chose. Parfois, il y a des parents qui peuvent revenir dans 48 heures. C'est-à-dire, on joue sur le social. Si des parents peuvent revenir pour contrôle 48 heures, on se permet de donner 50 mg et après surveiller. Si vous sentez que les parents ne vont plus revenir, c'est-à-dire c'est une seule consultation et hop, ils vont disparaître, à ce moment-là, vous pouvez taper fort. Ça, c'est juste notre contexte, en fait.
Merci beaucoup, professeur. Je vais poser ma question à vous. Concernant l'otite moyen aigu à répétition, chez un nourrisson de 1 an, avec des rhinites obstructives répétitives qui rebellent au traitement. Comment on peut traiter les rhinites obstructifs qui rebellent à l'hygiène et aux traitements qu'on peut faire pour désobstruer le nez, sachant que l'examen ORL est normal sans végétation adénoïde et l'enfant continue à faire les otites moyens et l'obstruction nasale. Sans terrain d'atopie. Je parle de ma petite fille qui a 1 an et qui souffre des otites moyens aigus à répétition et bilatérales parfois. Il fait les 2 oreilles en même temps. Le reflux? Je galère avec elle. Le reflux? Il n'y a pas de reflux. Vous êtes sûr et certain? Oui. D'accord. Donc, en principe, il faut chercher s'il n'y a pas de reflux. En général, le reflux passe inaperçu. Il y a ce qu'on appelle le reflux pharyngolaryngé et non pas le reflux gastro-œsophagien. Le reflux pharyngolaryngé, c'est juste entre le larynx et le pharynx. D'accord? Donc, parfois, vous me dites sûr qu'il n'y a pas de reflux. À ce moment-là, il faut prendre un deuxième avis. Il faut prendre un deuxième avis. Moi, personnellement, je demande toujours d'autres avis à mes collègues. C'est-à-dire, je vois le patient et je vous dis, tiens, tu peux voir avec moi ce patient.